Merci d'être sur la télévision La Barre pour suivre le journal de ce jour, mercredi 27 janvier 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. De la politique pour débuter ce journal dans les perspectives du deuxième tour de la présidentielle du 21 février 2021, la coalition pour une alternance politique CAP 2021 Niger affûte ses armes. Des comités sont en train d'être mis sur place sur l'ensemble du territoire national dans le souci de veiller à une parfaite organisation de ce scrutin. Pour plus de précision, je propose de suivre les explications du porte-parole de la CAP 2021, Mohamed Sani Adamou. Premier tour, la coalition CAP 2021 avait plusieurs candidats et donc les structures de campagne étaient un peu diversifiées. Maintenant que nous avons un candidat qui est au second tour, c'est tout naturellement que nous avons décidé de mettre en place une structure unifiée de campagne et les démembrements à l'intérieur du pays. C'est-à-dire donc que nous avons déjà dès la semaine, pendant cette semaine-là, en fin de la semaine passée, dépêché des missions pour assurer l'installation des structures de campagne dans les différentes régions. Comme toute structure, dès que les résultats définitifs, les résultats seront proclamés par la Cour, ça veut dire donc que nous allons rentrer en campagne. Avec cette fois-ci beaucoup plus de force, dans la mesure où c'est l'ensemble des partis cette fois-ci qui sont derrière un candidat. Nous sommes en train de mettre en œuvre donc un certain nombre de démarches pour pouvoir nous assurer que la campagne se déroulera dans de bonnes conditions et que, comme nous l'avons toujours dit, les élections se passent avec un minimum de régularité. Vous n'êtes pas sans savoir que le premier tour a été émaillé de nombreuses irrégularités. Certaines étaient criardes d'ailleurs, d'autant plus criardes que même les responsables locaux des démembrements de la CENI ont dû le signaler au cours de l'atelier d'évaluation et d'échange qui a eu lieu récemment. Et donc cela nous conforte dans l'idée qu'il faut absolument que tous ces travers-là soient corrigés pour que ce qui sort des urnes soit effectivement la volonté populaire. Nous nous mettons en ordre de bataille. Nous créons des structures qui vont tout de suite se mettre en mouvement, en branle, dès que la campagne aura commencé. Donc ces structures-là sont là et elles peaufinent leur préparation, leur organisation. Et c'est sur le terrain que nous verrons si effectivement tout notre dispositif est efficient ou pas. Le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini a reçu en audience hier l'ambassadeur des États-Unis au Niger qui est accompagné par sa directrice, donc la directrice de la mission USAID Niger. La coopération entre les deux pays ainsi que le processus électoral en cours au Niger était au centre de leurs échanges. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Échanger autour des relations de coopération entre le Niger et les États-Unis d'Amérique, tel est l'objet de cette rencontre entre le Premier ministre Brigitte Raffini et le diplomate du pays de l'oncle Sam, qu'accompagne la première responsable de l'USAID au Niger. J'ai eu l'honneur de présenter notre directrice de mission de l'USAID, Jo Lesser-Oltetan. Elle est une professionnelle expérimentée de l'humanitaire et du développement ayant une vaste expérience en Afrique. Nous avons discuté du fait que l'obtention de statut de mission à part entière de l'USAID au Niger apporte une profondeur et une force accrue aux relations américano-nigériennes. J'ai félicité le Premier ministre, le CENI et le peuple nigérien pour le succès des élections locales et nationales de décembre. Le USAID contribue à plus de 4 millions de dollars à CENI dans le cadre de la formation des partis politiques, de l'administration électorale et de l'éducation des électeurs. Nous sommes associés aux citoyens du Niger pour reconnaître que les élections, les droits de l'homme, la liberté civile, telles que la liberté d'expression,
de réunions, de recours, d'associations et de presse sont essentiels aux démocraties saines. Nous sommes très heureux de constater que les membres des partis politiques d'opposition aient rejoint la CENI et nous attendons avec impatience que le Niger donne l'exemple d'élections pacifiques, transparentes et réussies le mois prochain, suivies par un tout premier transfert démocratique de pouvoir au Niger en avril. Pour sa part, la responsable de la mission, l'USAID au Niger, a fait cas de demande d'intervention de son institution dans le pays. L'objectif principal de l'USAID est d'aider les Nigériens à devenir plus résilients au choc, qu'ils soient dus aux catastrophes naturelles, à l'extrémisme violent ou aux retombées économiques du COVID-19, afin que le Niger puisse progresser sur son chemin vers l'autonomie économique. J'ai souligné que l'investissement annuel de l'USAID est d'environ 200 millions de dollars par an dans le développement et l'aide humanitaire. Nous utilisons cela pour travailler avec le gouvernement et le peuple nigérien pour renforcer la production agricole, offrir de meilleures opportunités économiques et accroître la sécurité alimentaire grâce à l'initiative du président américain Feed the Future. Nous travaillons également ensemble pour éduquer les jeunes, protéger l'environnement, élargir l'accès à l'eau et renforcer le système de santé du pays. Nous avons discuté de l'avantage des projets de l'USAID et comme l'ambassadeur a dit, cela inclut 4 millions de dollars à ce jour pour soutenir les élections et le processus politique au Niger depuis novembre 2018. Ces échanges entre le chef du gouvernement nigérien et le diplomate américain témoignent de la vitalité des relations entre les États-Unis d'Amérique et le Niger. Le syndicat national du personnel de l'information statistique, SYNPIS, a rendu public ce matin une déclaration au siège de l'Institut national de la statistique, INES, entre autres questions au centre de cette déclaration, notamment la gestion de l'Institut et les conditions de vie et de travail des agents. Le résumé dans cet élément. S'abri à l'Institut national des statistiques, INES. Les agents se sont mobilisés pour dénoncer un certain nombre de pratiques qui obstruent le bon fonctionnement de l'Institut avec en ligne de mire la mauvaise gestion du directeur général selon le SYNPIS. Depuis son 5e congrès ordinaire tenu à Dosso, en octobre 2019, le bureau exécutif national du syndicat national du personnel de l'information statistique a transmis officiellement au DG de l'INS la plateforme revendicative issue de ce congrès. La stratégie du DG de l'INS consiste à éviter le syndicat pour discuter des vraies préoccupations des agents. C'est pourquoi il met en place chaque fois un comité de négociation qui n'a aucun pouvoir de décision. Malgré l'échec de tous les comités qu'il a mis en place pour négocier avec les BEN précédents, le BEN SYNPIS a néanmoins accepté de négocier avec le dit comité de négociation. Sur tous les points qui ont fait l'objet de discussions au cours de la rencontre tenu le mardi 19 mai 2020 entre le BEN SYNPIS et le comité de négociation, à savoir la prise en charge sanitaire des agents, l'implication de tous les agents dans les différentes enquêtes de l'INS, la mise en œuvre transparente du plan de formation et l'assainissement de l'environnement de travail des agents. Aucun point n'a été satisfait. Le SYNPIS ne demande que la prise en compte de sa plateforme revendicative et le respect du décret portant statut du personnel de l'Institut national de la statistique INES. Le BEN SYNPIS exige de la direction générale de l'INS une réorganisation de l'INS pour améliorer les conditions de vie et de travail des agents. Le BEN SYNPIS exige de la direction générale de l'INS de mettre fin à la désignation à outrance des agents enquêteurs et faire des tests de recrutement. Le BEN SYNPIS demande à la ministre du Plan de diligenter une inspection générale par rapport à l'invalidation des données de l'enquête démographique et de santé EDS 2017 du Niger par le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers. Ce qui est inadmissible pour un pays qui est resté pendant 10 années au dernier rang en ce qui concerne l'indice de développement humain IDH. Pour la première fois, une enquête d'envergure nationale organisée par l'INS
qui est l'organe national chargé de la production des statistiques publiques officielles, a été invalidé. Dans son combat, le SYNPIS est soutenu par la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, centrale à laquelle le syndicat est affilié. Il est important que les travailleurs que vous êtes, que vous soyez déterminés à défendre la vie de cet institut, à défendre vos intérêts matériels et moraux qui sont liés à cet institut-là. Effectivement, comme le SG l'a dit dans la déclaration, nous avons participé toute une longue journée ici à des discussions présidées par la secrétaire générale. Et nous avions convenu d'un certain nombre de points qui devraient être matérialisés par écrit et la mise en œuvre doit suivre. Très malheureusement, après cette rencontre, le Ben SYNPIS nous a fait cas de la non-acceptation par le DG des accords convenus. Le syndicat national du personnel de l'information statistique SYNPIS exige entre autres de la direction générale de l'INES son retour dans toutes les commissions de l'Institut. Ils sont disponibles sur les différents points de vente, mais les clients se font rares. Ce sont les dispositifs de lavage de mains et les bavettes pour prévenir la propagation du coronavirus au Niger malgré les mesures édictées par le gouvernement. De leur côté, les revendeurs de ces équipements n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu. Les clients viennent à compte-gouttes comparé au même moment à l'année passée. Reportage Belkissa Tahirou et Cheb Guissou. Depuis la confirmation du cas du coronavirus au Niger en mars 2020, certains types de commerces se sont développés, notamment la vente des dispositifs de lavage des mains et celle des bavettes. Beaucoup de personnes exerçant ces activités en ont profité. Cependant, avec la résurgence de la maladie, le commerce continue, mais avec peu d'engouement comparé lors de la première vague. Les revendeurs se plaignent de la rareté des clients. A to gaskiya dai fi sabilillah wannan abin yadda ake san shi harko yanzu ba san shi haka nan harko an san shi bisa ga haka nan kwa. Au début de cette pandémie, c'est-à-dire lors de la première vague au Niger, les gens achetaient ces dispositifs comme des petits pains. Il y a des fois, pour s'en procurer de ces dispositifs de lavage de mains, il faut une réservation. Mais aujourd'hui, les gens s'y intéressent peu. Les prix de ces dispositifs diffèrent en fonction du nombre. Les prix ont complètement baissé maintenant comparativement à la première vague. Le lavage de mains fait partie de l'hygiène. Même cri de cœur au niveau des vendeurs des bavettes qui sont visibles aux différents carrefours de la capitale. Auparavant, la commercialisation des bavettes était florissante, mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Les gens ont tendance à oublier le port de bavettes parce que la maladie à Covid-19 a ralenti. Les gens n'achètent plus les bavettes. Même ceux que je dispose, ça fait plus d'une semaine que je n'arrive pas à les écouler. Ainsi, malgré les mesures annoncées par le gouvernement et certaines décisions prises pour interdire certaines activités, ils sont nombreux les Nigériens qui ne respectent pas les mesures barrières et ils continuent à vaquer à leurs occupations sans inquiétude. Merci Belkissa Tahirou. De l'économie dans ce journal, et c'est pour parler des bons du Trésor qui sont des titres à court terme émis par l'État du Niger à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. L'économiste Soli Abdoulaye nous édifie davantage dans cet élément du studio Kalongo. C'est un bon qui est émis par le Trésor. Donc, économiquement ou financièrement, c'est ce qu'on appelle un titre obligataire, une obligation. C'est-à-dire un moyen que le Trésor met sur le marché financier pour lever de l'argent. L'entrée d'argent qui est
exprimée ou matérialisée par la souscription de tous ceux qui ont intérêt à payer ces bons de trésor. Maintenant, il y a un autre côté où on peut parler de rendement, c'est que vous savez qu'à la fin de l'échéance de chaque bon, vous avez un taux d'intérêt à recevoir. La sécurisation ne peut pas être à 100%. Mais sachez très bien comme c'est la banque centrale qui a la charge donc de frapper ces bons de trésor, c'est que ces bons de trésor sont sécurisés. Il y a des informations qui ont été mises en filigrane sur ces bons que l'œil ne peut pas voir. Mais avec des appareils, on peut voir. Il y a une autre forme de sécurisation. Pour ceux qui payent, par exemple, moi qui suis un citoyen qui prend donc les bons jusqu'à un certain montant, comment je vais les sécuriser? J'ai différentes manières de les sécuriser. Ou je les dépose chez moi, dans un coffre-fort, dans une valise, ou je les amène en banque, si j'ai un compte. Tout celui qui a l'argent peut aller payer, que ce soit les individus, n'est-ce pas, que ce soit des pays même. D'autres pays peuvent payer des bons de trésor émis par le Niger. Que ce soit des institutions financières telles que les banques, ils peuvent payer. La banque centrale, quand elle émet les billets, les bons, elle les amène, elle les place, comme on le dit, au niveau de ces sociétés d'intermédiation financière. Et puis, vous payez, on vous donne un reçu et on vous donne vos différents bons équivalents à la somme que vous avez payée. Nous en venons à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Nous nous sommes intéressés cette semaine à la détention provisoire, un thème qui sera développé par Maître Suleiman Seydou. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception. La détention provisoire est une que les souvent essaient de faire des reproches à la justice, peut-être à tort ou à raison. Alors la détention provisoire, il faut dire, c'est une mesure exceptionnelle qui consiste à placer une personne en détention avant son jugement. C'est-à-dire lorsque vous êtes poursuivi dans le cadre d'une procédure, le jugement peut prendre du temps à intervenir, soit parce que votre affaire nécessite qu'il y ait plus d'investigation, plus d'enquête, ou tout simplement parce que le dossier n'est pas en état d'être jugé. On peut décider de vous mettre en détention provisoire en attendant que votre dossier soit en état d'être jugé. Et donc la détention provisoire doit d'abord être distinguée de ce qu'on appelle la garde à vue. La garde à vue, c'est au niveau de l'enquête préliminaire, au niveau des unités d'enquête. Vous pouvez être gardé à vue 48 heures renouvelables une fois. Dans le cas d'autres infractions, ça peut aller au-delà de ça. Mais la détention provisoire, elle consiste à prendre un mandat et à vous déposer au niveau d'une prison civile, au niveau de la maison d'arrêt de Niamey, par exemple, en entendant que votre dossier, qui est peut-être soit en instruction ou dans le circuit du jugement, ne puisse être en état avant que vous ne puissiez être jugé. C'est vrai, comme on a l'habitude de le dire, c'est la liberté qui doit être la règle et la détention l'exception. Mais la loi, le code de procédure pénale, en ses articles 131, a prévu des situations dans lesquelles on peut mettre une personne en détention provisoire. Et ces situations sont au nombre de 3 ou 4 que l'article 131 du code de procédure pénale a prévu. La première des situations qui peut justifier la détention provisoire d'une personne, c'est lorsque la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, ou c'est l'unique moyen d'empêcher que les prévenus ou l'inculpé fassent
des pressions sur les témoins. Vous savez, dans le cas d'une procédure pénale, par exemple, lorsque vous êtes inculpé, si on décide par exemple de vous mettre en liberté et que cette mise en liberté va vous permettre d'aller peut-être au niveau du lieu de commission de l'infraction pour pouvoir dissimuler les éléments de preuve qu'on pouvait obtenir contre toi, la loi dit dans cette situation, on peut vous garder en détention provisoire. Ou lorsque, si on vous laisse partir, vous allez faire pression sur les témoins. Vous pouvez, dans le cas d'une infraction que vous commettez, même si vous êtes présumé innocent, il faudrait que ça soit entendu comme tel, même si vous êtes présumé innocent, vous pouvez aller faire pression sur des témoins pour dire voilà, il faut témoigner dans tel sens, il ne faut pas dire cela, il ne faut pas faire ceci. Et c'est pour éviter toutes ces situations que la loi dit bon, on peut, dans ces situations, lorsque le juge estime que vous pouvez en tout cas aller détruire les preuves si on vous laisse en liberté, ou si vous pouvez faire des pressions sur les témoins ou sur les victimes, ou s'il peut y avoir une concertation frauduleuse entre vous inculpés, on peut décider de vous mettre en détention provisoire. Et donc la détention, ça doit pouvoir résulter d'un mandat, soit du juge d'instruction sur le dossier en instruction, ou lorsqu'on vous met par exemple en flagrant délit, le procureur décide le mandat contre vous en attendant que vous ne soyez jugé. Donc la première situation qui peut justifier et fonder votre mise en détention, c'est celle-là que je viens d'évoquer. La deuxième situation, c'est lorsque la détention elle-même est l'unique moyen de vous protéger, vous en tant qu'inculpé ou en tant que prévenu. Vous pouvez être dans des situations où si on vous laisse en liberté, vous êtes quand même en danger. Au regard, par exemple, de l'infraction ou des faits qui sont supposés, en tout cas, être retenus contre vous, si on vous laisse, il se pourrait que les victimes ou les prétendues victimes peuvent venir se venger sur vous. Si vous avez, par exemple, causé la mort d'une tierce personne, et qu'il y a une procédure judiciaire contre vous et qu'automatiquement on vous laisse, les parents ou les familles des victimes peuvent venir mener des actions de représailles contre vous. Et donc, pour votre propre sécurité, pour vous protéger, le juge d'instruction ou les autres juridictions en charge du dossier peuvent décider de vous garder en détention provisoire. Autre aspect également, c'est lorsque les faits qui vous sont reprochés sont suffisamment graves et que ces faits ont causé un préjudice exceptionnel et persistant à l'ordre public. Lorsque les faits pour lesquels vous êtes poursuivis sont suffisamment graves et que la détention est l'unique moyen pour pouvoir mettre fin à cette situation, les juges sont obligés de vous garder. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que la détention provisoire ne doit pas dépasser un certain nombre de délais. Il ne faudrait pas qu'on prenne prétexte de la détention provisoire prévue par l'article 131 pour vous garder indéfiniment en prison, faire traîner votre dossier. Il faudrait que la détention n'excède pas des délais raisonnables qui ont été prévus par la loi. Notamment en matière correctionnelle, par exemple, lorsque la peine que vous encourez ne dépasse pas 3 ans, on ne peut pas vous garder en détention provisoire plus de 6 mois. Ce n'est pas possible. Si la peine que vous encourez ne dépasse pas 3 ans, la détention provisoire ne peut pas dépasser 6 mois. Si vous êtes en détention plus de 6 mois, on doit vous mettre en liberté, lorsque la peine que la loi a prévue pour l'infraction ne dépasse pas 3 ans. Au cas où la peine dépasse 3 ans, toujours en matière correctionnelle, on peut vous garder 6 mois renouvelables une seule fois. Ça veut dire 1 an, 6 mois renouvelables une fois. Au-delà de ça, on ne peut plus vous garder. Et en matière criminelle, sont des infractions qui sont suffisamment graves. En ce moment-là, le délai de la détention provisoire ne doit pas dépasser 18 mois, qui peut être prolongé de 12 mois. Voici en ce qui concerne les délais en matière de détention provisoire, que ce soit en matière correctionnelle ou en matière criminelle, mais c'est également important d'avoir à l'esprit qu'il y a un certain nombre d'infractions qui sont suffisamment graves où ces délais ne peuvent pas être pris en compte, notamment en matière de meurtre, en matière d'assassinat, en matière de parricide, en matière d'empoisonnement. Ce sont des infractions qui sont suffisamment graves. En matière de vol criminel, là, la détention provisoire n'a pas de limite en termes de durée. C'est l'aspect également important à avoir à l'esprit. Alors, lorsque on vous met en détention provisoire, ce que les gens doivent avoir à l'esprit, ça ne veut pas dire que vous êtes coupable.
La détention provisoire ne veut pas dire que vous êtes coupable. C'est juste pour vous garder à la disposition de la justice pour les éléments que je viens de citer tout à l'heure. Peut-être qu'en phase de jugement, le juge va estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, le juge peut vous libérer. Ou même le juge d'instruction qui a décerné un mandat de dépôt contre vous, il peut, dans le cadre des investigations, dans le cadre de l'instruction, estimer qu'il n'y a pas suffisamment de charges contre vous, il peut, en tout cas, classer votre dossier. Donc la détention provisoire, les gens ne doivent pas la concevoir uniquement dans le sens de dire que vous êtes coupable. Non, quand vous êtes en détention coupable, en détention provisoire, ça ne veut pas dire que vous êtes reconnu coupable, c'est juste une mesure exceptionnelle en attendant que votre affaire ne soit jugée par un juge de fond ou en attendant que l'instruction soit menée à bon port. Alors, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, lorsque vous êtes en détention provisoire, vous pouvez demander à ce qu'on vous mette en liberté provisoire. Il y a la détention provisoire, il y a également la liberté provisoire. Si vous estimez que les raisons pour lesquelles on vous a gardé, puisque tout à l'heure j'ai évoqué l'article 131 qui énumère un certain nombre de cas, un certain nombre de conditions dans lesquelles on peut vous déposer en détention provisoire, si ces conditions ne sont plus réunies, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté provisoire. Ou lorsque vous constatez que votre dossier prend suffisamment de temps, à chaque fois vous venez, on renvoie, vous venez, on renvoie, vous venez, on renvoie, mais que le dossier n'est pas en état, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté provisoire. Et à tout moment, à tout stade de la procédure, vous pouvez introduire votre demande de mise en liberté provisoire, que ce soit devant le juge d'instruction qui est chargé d'instruire votre dossier, vous pouvez introduire une demande de mise en liberté. Que ce soit devant la juridiction de jugement, vous pouvez introduire votre demande de mise en liberté provisoire. Cette demande-là, le juge peut accéder à cela en vous mettant en liberté, ou il peut vous mettre en liberté en demandant un cautionnement, que vous déposez une caution pour pouvoir vous mettre en liberté. Mais l'un dans l'autre, même lorsqu'on vous met en liberté, ce que les gens doivent avoir à l'esprit, c'est que quand on met une personne en liberté provisoire, cela aussi ne veut pas dire que la personne est innocente. Parce que, je l'ai dit, quand on te met en détention provisoire, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Et le citoyen doit aussi avoir à l'esprit que lorsqu'il y a une procédure diligentée contre une personne, et qu'on met la personne en liberté provisoire, ça ne veut pas dire que la personne est innocente. Mais juste la personne en liberté, le temps que le juge instruise bien le dossier, ou le temps que la juridiction puisse se prononcer au fond par rapport à votre dossier. C'est pour cette raison que souvent, à tort, les citoyens estiment que bon, la justice ne fait pas son travail, on l'a amené, il est dehors. On l'a envoyé, il est dehors. Souvent, les gens bénéficient de ce qu'on appelle la liberté provisoire, mais ça ne veut pas dire que la personne est innocente. La procédure suit son cours normal. Et c'est la même manière lorsqu'on prend l'autre côté de la chose. Quand vous venez, quand on vous dépose, on dit bon, il a fait une autre déposée, il est en prison. Ça ne veut pas aussi dire que vous êtes reconnu coupable lorsque vous êtes en détention provisoire. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est qui malheureusement aujourd'hui cause un temps soit peu de difficultés, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on vous met en détention provisoire, vous passez 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année en détention provisoire et après on dit qu'il n'y a rien contre vous. Vous n'avez rien fait. On vous libère. Ou vous partez devant la juridiction de jugement. La juridiction de jugement rend une décision de non-lieu de relax ou d'acquittement contre vous. On dit que vous n'avez rien fait alors que vous avez déjà passé 3 mois en prison, 5 mois en prison, 6 mois en prison, mais vous avez subi un dommage, vous avez subi un préjudice parce qu'on vous a gardé à tort. En ce moment, il faudrait naturellement qu'on répare le dommage que vous avez subi. Il faudrait qu'on puisse quand même vous mettre dans une situation de confort parce qu'on vous a privé de votre liberté qui est un droit aussi fondamental. Et donc, à ce niveau, malheureusement, c'est l'article 141, point premier du code de procédure pénale qui reste cette question-là qui dit que lorsque une personne a été mise en détention provisoire et que par la suite la personne a été acquittée, relaxée ou autre, la personne peut introduire une demande d'indemnisation devant une commission qui est créée à cet effet. Et la commission est composée de 3 magistrats de la Cour suprême, c'est ce qui est ainsi, mais nous disons de la Cour de cassation, mais malheureusement aujourd'hui, cela n'est pas effectif. Aujourd'hui, cette commission ne fonctionne pas. Donc même lorsqu'on vous met en détention ou on vous relaxe, vous ne savez pas contre qui
vous allez vous plaindre ou à quel niveau vous allez déposer votre dossier d'indemnisation, d'autant plus que la commission qui a été prévue par les tests n'est pas encore opérationnelle, n'est pas fonctionnelle. Alors que si la commission était fonctionnelle, si on vous met en détention que vous sortez, vous déposez votre dossier d'indemnisation, l'État doit pouvoir réparer le préjudice que vous avez subi. Quitte à l'État, si c'est une seule personne qui a déposé tel contre vous, de se retourner contre cette seule personne-là pour récupérer l'argent que l'État a eu à vous donner à titre d'indemnisation. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et peut-être que si ce système avait existé, il n'y aurait pas trop de détention provisoire parce qu'on sait que la conséquence, si ça aboutit à un non-lieu, on va actionner une procédure contre l'État. Les juges, peut-être, ce n'est pas évident, peut-être qu'il doit être un peu plus regardant avant de mettre les gens en détention provisoire. Voilà succinctement et c'est essentiellement ce que je par rapport à ça. Thank you.